Eh bien, bonjour et bienvenue pour cette première webconférence de l'année de l'UPV qui est consacrée ce matin au décryptage de la loi de finances 2022. C'est une loi qui table cette année sur la dépense et l'investissement pour favoriser la croissance économique. Donc la situation des finances publiques devrait s'améliorer en 2022 après 2 années marquées par un budget de crise pour répondre aux conséquences de l'épidémie de Covid-19. Alors parmi les principaux points du budget 2022, de nouvelles dépenses pour la croissance, notamment avec la mise en œuvre du plan de relance, avec le renforcement de mesures pour l'emploi, avec quelques priorités, notamment en faveur des jeunes, qui sont traduites notamment par la prolongation jusqu'en juin 2022 des primes de recrutement d'un apprenti, la création d'un revenu d'engagement pour les jeunes destiné aux jeunes de moins de 26 ans sans emploi et formation, mais aussi dans cette loi la poursuite et l'accélération de la transition écologique. Le dispositif de rénovation énergétique des logements est prolongé en 2022. Le développement des énergies nouvelles est accompagné également. Mais ce budget traduit aussi un volet fiscal du plan de relance en faveur des travailleurs et indépendants, annoncé par le président de la République le 16 septembre dernier. Transmission d'entreprises facilitée, doublement du crédit d'impôt pour la formation des dirigeants de TPE, mais également la poursuite de la baisse des impôts, notamment des particuliers et des entreprises qui ont été décidés avant la crise sanitaire et qui sont maintenus. On y trouve également le soutien aux secteurs les plus touchés par la crise sanitaire, avec notamment la possibilité pour les entreprises éligibles de souscrire des PGE prolongés jusqu'en juin 2022. Bref, de nombreuses mesures fiscales et sociales qui vont vous être décryptées ce matin par deux personnes que vous connaissez déjà, puisqu'elles ont déjà participé à plusieurs webinaires de l'UPV. Je veux citer Maître Claire Rouillet, avocate en droit social, et Maître Marie Serra, avocate fiscaliste. Toutes les deux font partie du cabinet ESAC et Associés. Comme d'habitude, pour les webinaires, vous pouvez poser vos questions en ligne. Philippe Lemaire en fera la modération. Je vous souhaite une très bonne webconférence et je passe la parole à Maître Claire Rouillet. Bonjour à tous, donc bienvenue pour ce premier webinaire. Donc aujourd'hui, on a voulu, comme on vous l'a dit, décrypter l'actualité sociale et fiscale et notamment la loi de finances et la loi de financement de sécurité sociale pour 2022. S'agissant de l'actualité sociale, comme vous pouvez le voir sur la prochaine diapo, on vous propose donc effectivement un point sur l'activité partielle, les pourboires, le dispositif d'exonération zonée, les travailleurs handicapés, le dispositif d'insertion jeune. Donc ça, il s'agit des points qui sont traités dans le cadre de la loi de finances. Et on a également précisé 3 mesures issues de la loi de financement de sécurité sociale sur laquelle on reviendra. Donc, si on enchaîne effectivement, encore une fois, donc, première diapo, effectivement, activité partielle. Donc, la loi de finances est venue apporter quelques pierres à l'édification du régime d'activité partielle, et ce pour 2022. Ce qu'on peut voir, c'est que les mesures qui avaient été adoptées dans un premier temps à titre temporaire, afin d'adapter le régime d'activité partielle aux circonstances exceptionnelles qu'on a connues, et notamment la crise issue du Covid-19, vont, par la loi de finances, être intégrées dans le Code du travail. Donc, notamment s'agissant des cadres dirigeants, on voit que les cadres dirigeants peuvent bénéficier du régime d'activité partielle, mais uniquement dans l'hypothèse où l'entreprise est fermée temporairement ou l'établissement. Les cadres dirigeants qui sont exclus de la durée du travail ne peuvent pas bénéficier du régime d'activité partielle en cas de simple réduction d'horaire de travail, ce qui est assez logique, comme je vous l'ai dit, puisqu'il s'agit de salariés exclus de la durée du travail. Deuxième diapo, effectivement, sur l'activité partielle et plus précisément les salariés en forfait jour. Ces salariés-là rentrent pleinement dans le cadre du dispositif de l'activité partielle, qu'il s'agisse d'une fermeture ou d'une réduction du temps de travail. Et au cas particulier, donc la loi de finances nous précise cette possibilité de déterminer un nombre de jours pris en compte pour calculer l'indemnité d'activité partielle. Donc, on va convertir les heures en nombre de jours. On n'a pas encore le décret qui nous donne quelque part ce taux de conversion, mais vraisemblablement, les mesures qui étaient applicables jusqu'au 31 décembre dernier seront inscrites dans le Code du travail. Donc, une demi-journée non travaillée égale 3h30.
une journée 7 heures et une semaine 35 heures. Donc, pour ces salariés en forfait jour. Par la suite, donc, si on enchaîne sur la diapo suivante, les salariés qui font des heures supplémentaires structurelles. C'est notamment dans le cas dans l'hôtellerie-restauration. La convention collective HCR prévoit une durée du travail 39 heures semaine. Et donc, ces salariés-là font des heures supplémentaires de manière structurelle. Donc, pour ces salariés-là, effectivement, en cas d'activité partielle, on va considérer la réduction de l'horaire de travail en fonction de l'horaire pratiqué. Et pour ces derniers, l'indemnité et l'allocation qui seront servies à l'employeur seront calculées en tenant compte du nombre d'heures non travaillées et des heures supplémentaires donc qui sont intégrées dans la convention individuelle de forfait ou dans l'accord collectif pour notamment HCR. Donc, on pérennise ce qu'on a connu jusqu'alors. S'agissant du taux horaire, là aussi on attend un décret. Vraisemblablement, les mesures existantes jusqu'au 31 décembre 2021 seront pérennisées. Donc le taux horaire servant d'assiette pour le calcul de l'allocation et de l'indemnité sera déterminé en visant la rémunération brute, heures supplémentaires comprises, par la durée du travail prévue et donc parce qu'il n'a pas été fait. Donc pas de grosses nouvelles, mais c'est inscrit désormais dans le Code du travail. Par la suite, donc sur la diapo suivante, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Là aussi, en fait, on vient nous préciser les modalités d'indemnisation des jeunes bénéficiant de ces contrats particuliers et qui malheureusement sont placés en activité partielle. On voit que si ces jeunes-là bénéficient d'une rémunération inférieure au SMIC, le taux horaire de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle sera égal au taux horaire de la rémunération du salarié. Et si la rémunération est supérieure ou égale au SMIC, le taux horaire de l'indemnité versée aux salariés ne peut pas être inférieur au SMIC. Donc, il y a quand même un minima qui est inscrit au sein de la loi de finances pour garantir les revenus de ce public-là en cas d'activité partielle. Par la suite, effectivement, donc certains employeurs hors champ de l'activité partielle pourront continuer à y recourir. Il s'agit principalement des employeurs parapublics, on voit, ou des employeurs qui n'ont pas d'établissement en France et qui cotisent au Centre national des firmes étrangères. Donc, ces EPIC, chambres consulaires ou services publics qui gèrent des remontées mécaniques peuvent bénéficier en 2022 de l'activité partielle. En revanche, donc, sont toujours exclus les assistants maternels. Donc, si vous êtes un particulier employeur employant un assistant maternel, vous ne pourrez plus bénéficier de l'activité partielle en 2022. Alors, autre nouveauté, on sort de l'activité partielle et on voit un peu des mesures favorables à l'économie. Il s'agit d'une nouveauté pour les pourboires. Les pourboires qui sont versés en 2022 et 2023 vont être exonérés. Ce dispositif qui est assez nouveau bénéficiera aux salariés en contact avec la clientèle, donc ceux qui exercent principalement dans des établissements commerciaux, principalement le secteur des hôtels, cafés et restaurants. L'idée, en fait, c'est compte tenu de la situation de l'emploi dans ces secteurs-là, on veut renforcer l'attractivité de ces professions salariées qui sont en contact avec la clientèle et éviter la perte d'intérêt des travailleurs pour ces secteurs qui ont été particulièrement touchés par l'épidémie de Covid-19. Donc, tous les salariés de ce secteur, donc salariés, attention, donc tout ce qui est travailleurs indépendants, tout ce qui est auto-entrepreneurs ne sont pas concernés par cette pratique. Ces salariés-là pourront voir les pourboires alloués exonérés de cotisations et d'IR. Il ne s'agit uniquement que des salariés qui ont une rémunération qui ne dépasse pas 1,6 SMIC, donc à savoir 2565,04 €. Et pour ces salariés-là, donc comme on va le voir sur la diapo suivante, les sommes concernées, donc l'ensemble des pourboires qui sont attribués volontairement directement aux salariés ou à l'employeur et reversés par ces derniers aux salariés, sont exonérés de cotisations. La deuxième partie, donc à savoir salariés directement ou sommes versées à l'employeur, vise une pratique qui a de plus en plus tendance à être mise en place actuellement. Donc, c'est l'hypothèse où l'employeur, via un paiement carte bancaire,
va encaisser la somme correspondant au pourboire, à charge pour lui normalement de la redistribuer au personnel. Donc pour ces pourboires-là, ce qu'on appelle le cashback en fait, ils seront également exonérés de cotisations sociales et d'imposition sur le revenu. L'exonération, donc, comme on va pouvoir le voir, porte sur l'ensemble des cotisations et contributions sociales qu'on vous a listées et également en faveur de l'impôt sur le revenu. Donc, c'est une disposition importante et majeure qui a pour but de renforcer l'attractivité d'un secteur très sinistré, à savoir les hôtels, les cafés et restaurants. Par la suite, autre mesure prévue par la loi de finances pour 2022 concerne les aménagements apportés au dispositif d'exonération zonée qu'on va voir donc sur la diapo suivante. Ces dispositifs-là, en fait, donc ces ZRR, sont maintenus pour une année supplémentaire. Je vous ai listé sur la diapo suivante les zones de notre département qui sont concernées. Donc, vous pouvez voir que c'est quand même limité, mais pour ces communes-là, effectivement, l'embauche du 1er au 49e salarié bénéficie d'une exonération portant sur les cotisations d'assurance sociale et d'allocation familiale. Il s'agit d'un barème dégressif, mais néanmoins, cette mesure a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2023. Alors, si on continue effectivement, autre nouveauté qui concerne l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Pour rappel, donc, les entreprises d'au moins 20 salariés sont tenues d'employer 6% de travailleurs handicapés. La nouveauté vient préciser les modalités de calcul du seuil d'effectif. Donc, le seuil d'effectif se précise et se calcule en fonction de l'effectif que l'on connaît pour l'année pour laquelle on fait la déclaration. Donc, en d'autres termes, là, on va devoir déclarer en 2022 notre obligation d'emploi pour les travailleurs handicapés pour 2021. Donc, on prendra en compte l'effectif 2021. Donc, 2021, là, nous allons procéder en 2022 au versement pour 2021. Alors, petite nouveauté et actualité sur ce point-là, c'est qu'il y a une récente communication de l'URSSAF qui est parue hier, qui décide que cette obligation de déclaration va être décalée avec la DSN du mois d'avril. Donc, on décale un peu l'obligation de procéder à une telle déclaration dans le temps, et ce, compte tenu, encore une fois, des circonstances particulières auxquelles nous sommes confrontés. Donc, très bien. Par la suite, donc, autre nouveauté, si on continue. Donc, il y a un nouveau dispositif d'insertion des jeunes à compter du mois de mars 2022. C'est ce qu'on appelle le contrat engagement jeune. Ce dispositif s'adresse à des personnes entre 16 et 25 ans ou 29 ans lorsqu'il y a une reconnaissance de travailleurs handicapés. Il s'agit de mettre l'accent sur un public rencontrant des difficultés durables d'accès à l'emploi. Il s'agit d'un accompagnement à 3 volets. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un contrat élaboré avec le jeune qui met en lumière les besoins identifiés via un diagnostic réalisé avec les pouvoirs publics. Et par la suite, il y aura un accompagnement intensif mis en œuvre soit par la mission locale, soit par le Pôle emploi pour procéder au placement et à l'insertion de ce jeune. Donc, ce qui est aussi nouveau, c'est que ça rentre dans les missions du Pôle emploi et c'est clairement identifié par la loi de finances désormais. Si l'on continue, on voit que le dossier de presse du gouvernement relatif à ce dispositif met en évidence qu'il y aura un accompagnement intensif d'au moins 15 à 20 heures du jeune par un référent au sein de Pôle emploi. Et il y aura également une allocation mensuelle dégressive versée à certains bénéficiaires qui ne vivent plus au foyer de leurs parents. Selon le dossier du gouvernement, effectivement, cette allocation pourrait aller jusqu'à 500 € par mois. Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un contrat à 3 volets. Si on peut poursuivre sur la diapo suivante, on voit bien qu'en contrepartie de cet accompagnement, le jeune, le bénéficiaire, doit respecter certains engagements d'assiduité, de motivation, et les conditions seront précisées par un décret à paraître. Le gouvernement, lors de la publication de la loi de finances, a mis en évidence le fait que le jeune serait mis en activité systématique
Et sur une période de 12 à 18 mois, il serait accompagné. L'intérêt, c'est également de le former et qu'il bénéficie de préparation pour entrer en formation, qu'elle soit qualifiante ou préqualifiante, ou encore dans le cadre d'un dispositif d'alternance. Donc, il s'agissait là des mesures prévues par la loi de finances. Si on passe à la loi de financement de la sécurité sociale, on a souhaité mettre en évidence quelques mesures. La première, c'est que, vous le savez parfaitement, dans le cadre du dispositif d'activité partielle, l'employeur peut faire le choix de verser des indemnités complémentaires. C'est au choix de l'employeur, aucune obligation. Dans ce cadre-là, la loi de financement de sécurité sociale prévoit que ce versement d'indemnités complémentaires bénéficiera également d'un régime social de faveur. Ces indemnités complémentaires d'activité partielle, donc versées au titre des années 2021 ou 2022, bénéficieront d'un régime de prélèvements sociaux allégés, sous réserve que l'indemnité complémentaire soit en deçà de 3,15 fois la valeur horaire du SMIC. Donc, pour rappel aussi, petite précision, c'est que lorsque vous souhaitez mettre en place des indemnités complémentaires d'activité partielle, il faut le tracer dans le cadre d'une décision unilatérale de l'employeur, et ce, avant la décision même de verser. Donc, il faut avoir une trace écrite qui marque l'engagement complémentaire de l'employeur. Par la suite, donc, si l'on continue, on peut voir que la loi de financement de sécurité sociale met également un point sur le prolongement des arrêts dérogatoires. Donc, effectivement, dans le cadre de la crise liée au Covid, le législateur a mis en place des arrêts de travail dérogatoires. Pour ces derniers, donc, ils bénéficient d'un versement d'IJSS et d'obligation d'un versement d'indemnités complémentaires pour l'employeur. La nouveauté étant que ces arrêts-là ne sont pas pris en compte pour les durées maximales d'indemnisation, et pour ces arrêts-là également, il n'y a pas d'application de carence, la carence traditionnelle qu'on connaîtrait dans le cadre du régime de droit commun d'arrêt maladie. Pour rappel aussi, c'est que l'arrêt de travail dérogatoire est mis en place si le travailleur ne peut télétravailler et est contraint de s'isoler ou est contraint de s'arrêter. Autre nouveauté liée au congé de proche aidant et de présence parentale, donc les conditions sont assouplies puisque la loi de financement de sécurité sociale supprime la condition tenante à la particulièrement gravité. Ainsi, le congé proche aidant est donc ouvert aux aidants de personnes dont le handicap ou la perte d'autonomie peuvent, sans être d'une particulière gravité, nécessiter une aide régulière en particulier. Donc, c'est généralement pour les personnes qui bénéficient de l'APA, mais pas que, donc, mais pour lesquelles il faut qu'un proche soit présent à leur côté. Dernier point, en matière sociale, c'est un peu de la même veine, c'est sur le don de congé. De la même manière, en fait, les dons de congé entre salariés pourront être faits en faveur d'un salarié venant en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie. Là aussi, la condition tenante à la particulière gravité, a été supprimée. Pour rappel, le don de congé doit être prévu dans le cadre d'un accord collectif. Donc, l'ensemble de ces deux mesures concernant le don de congé et le congé de proche aidant seront applicables à une date qui sera fixée par décret et au plus tard au 1er janvier prochain. Voilà pour les mesures sociales. Donc, en matière fiscale. Merci Claire. Oui, donc en matière fiscale, alors moi ce que je voulais évoquer, donc on va en effet parler des nouveautés de la loi de finances, et puis si on a le temps, je voulais également évoquer les actualités en matière de décision de jurisprudence et des actualités au niveau législatif et réglementaire qui me paraissaient intéressantes. Alors, en ce qui concerne la loi de finances, la première mesure dont je voulais vous parler, elle concerne l'amortissement des fonds commerciaux. Donc, pour rappel, aujourd'hui, en principe, hors loi de finances, donc au plan comptable, les entreprises ne sont pas autorisées à comptabiliser des amortissements sur le fonds de commerce parce qu'on considère que le fonds de commerce, il a une durée d'utilisation qui n'est pas limitée dans le temps, sauf dans le cas où on peut en effet justifier qu'on a une durée prévisible et limitée d'exploitation du fonds de commerce.
Par exception, le plan comptable permet aux entreprises qui répondent à la définition de petite entreprise au sens du Code de commerce, donc ce sont des entreprises qui dépassent 2 des 3 seuils suivants, 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, 6 millions de total bilan et 50 salariés. Donc ces entreprises, elles sont autorisées à comptabiliser des amortissements de leur fonds de commerce sans avoir à justifier d'une durée limitée d'exploitation. Sauf qu'au plan fiscal aujourd'hui, les amortissements ne sont pas admis en déduction du résultat fiscal, ce qui en réduit un petit peu l'intérêt. Donc la loi de finances permet, en vue de soutenir la reprise de l'activité économique et d'encourager les opérations d'acquisition et de reprise des fonds, la loi de finances autorise, pour les fonds de commerce qui seront acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, donc là c'est la diapo suivante, les entreprises qui achètent des fonds de commerce pendant cette période pourront déduire de leurs résultats imposables l'amortissement constaté en comptabilité. On parle bien des fonds de commerce acquis par contre, ce n'est pas les fonds de commerce créés forcément. Donc c'est une mesure qu'on vient de saluer parce que je pense que ça pourra encourager et favoriser la reprise d'entreprise. Se pose aussi la question de la provision pour dépréciation. Alors ça, c'est un petit peu technique, c'est des choses qu'il faudra voir avec votre avocat, votre expert comptable, mais ce qu'il faut savoir et retenir, c'est qu'il est possible, si la valeur du fonds de commerce devient inférieure à la valeur nette comptable qui est comptabilisée au bilan, vous pouvez comptabiliser une provision pour dépréciation d'un fonds de commerce. La loi de finances aménage un dispositif de reprise extra-comptable de la provision pour dépréciation, puisque vous savez qu'au plan fiscal, les provisions, dès lors qu'elles sont devenues sans objet, elles doivent être réintégrées progressivement. Donc ça, c'est un dispositif qui est un peu technique, mais voilà, qu'il faut quand même souligner parce que c'est une mesure importante de cette loi de finances pour 2022. Autre mesure de la loi de finances, elle concerne le report en arrière des déficits. Donc ça, c'est la diapo d'après. Donc pour mémoire, je vous rappelle, l'an dernier, dans le cadre de la crise sanitaire, il avait été mis en place un dispositif qui permettait le remboursement exceptionnel de manière anticipée des créances de report en arrière des déficits non utilisés. Il y avait une option qui permettait de ne pas attendre le délai habituel de 5 années. Donc la loi de finances permet toujours ce remboursement anticipé, sauf qu'elle réduit un petit peu les bénéfices d'imputation pour le report en arrière des déficits, puisque le bénéfice d'imputation, c'est le bénéfice de l'exercice précédent, mais dans la limite de la fraction qui n'aura pas été distribuée et à l'exclusion du bénéfice qui aurait été exonéré ou qui aurait donné droit à un crédit d'impôt. Donc c'est un aménagement un peu particulier par rapport à ce qui avait été prévu l'an dernier. Dans la loi de finances pour 2022, il y a aussi plusieurs mesures en faveur de la recherche et de l'innovation. On a notamment la prorogation et les aménagements du crédit d'impôt pour l'innovation, qui est octroyé aux PME au titre des dépenses de conception, de prototypes et installation pilote de nouveaux produits qui seront engagés jusqu'au 31 décembre 2022 dans la limite de 400 000 € par an. Donc, il y a une prorogation du dispositif qui est intéressante si vous avez des dépenses de recherche et développement. Il y a également une extension de la durée du statut de jeune entreprise innovante. Donc, je vous rappelle en fait que ce statut est ouvert aux PME qui étaient créées depuis moins de 8 ans et qui répondaient à certains critères de recherche et de développement et de détention de capital, qui leur permettaient de bénéficier d'une exonération totale d'impôt sur les sociétés sur 100% au titre du premier exercice bénéficiaire et puis après 50% au titre de l'exercice bénéficiaire suivant. Donc la loi de finances pour 2022, elle étend ce statut aux PME qui sont créées depuis moins de 11 ans, pour tenir compte de la durée effective d'obtention des résultats des dépenses en matière de recherche et de développement. Ça marche que pour l'impôt sur les sociétés. Sinon, les exonérations de contributions économiques territoriales et des taxes foncières cessent toujours de s'appliquer à compter de la 7e année. Autre crédit d'impôt, c'est un nouveau crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative. Donc ça concerne les dépenses qui sont facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, qui sont des organismes qui doivent répondre à certains critères pour bénéficier d'aides d'État et de subventions. Donc ce qu'il faut juste aussi souligner, c'est qu'a priori, les associations qui exercent une activité économique et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés, elles devraient pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôt. Ensuite, autre mesure de la loi de finances. Alors, ça va faire l'objet d'une nouvelle loi qui est en cours d'examen. Donc, mais la loi de finances contient des dispositions par rapport aux modalités de l'option. Donc, les entrepreneurs individuels vont pouvoir opter pour l'assujettissement à l'impôt société.
Alors, pour mémoire, jusqu'à présent, l'entrepreneur individuel disposait de 3 mécanismes pour protéger son patrimoine personnel. Il y avait donc l'EIRL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, qui permettait de créer un patrimoine d'affectation afin de définir les contours du patrimoine professionnel. Il y avait ensuite la société unipersonnelle, SASU ou SARL unipersonnelle, et l'insaisissabilité, la déclaration d'insaisissabilité qui pouvait porter sur la résidence principale ou sur un autre bien foncier détenu en direct. Donc, le projet de loi actuellement en cours de discussion en faveur de l'activité professionnelle indépendante prévoit la création de ce nouveau statut d'entrepreneur individuel dans le cadre duquel donc, les créanciers professionnels ils pourront exercer leur gage général seulement sur un patrimoine professionnel défini. Donc, l'entrepreneur individuel va bénéficier de la protection de son patrimoine grâce à la mise en place d'un patrimoine d'affectation. Ça sera possible pour tous les entrepreneurs individuels qui exercent leur activité imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles, qui relèvent sur option de plein droit d'un régime réel d'imposition. Donc, c'est un régime qui va prendre la suite du régime existant actuellement, l'EIRL, pour lequel on ne pourra plus opter, mais les EIRL déjà constitués, bien sûr, elles pourront continuer à exister. L'option, elle sera irrévocable, sauf au cours des 5 années suivant celle au titre suivant l'exercice de l'option. Et l'option pour ce statut va entraîner les conséquences de la cessation d'entreprise, mais avec des dispositifs d'exonération qu'on connaît déjà pour le IRL, sur lesquels je ne vais pas développer parce que c'est un peu technique. Mais, voilà. Donc, les principales conséquences, on va se retrouver avec une entreprise individuelle qui sera donc soumise à l'impôt sur les sociétés, donc au taux de 15%, jusqu'à 38 120 euros de résultats bénéficiaires, et puis ensuite au taux d'IS actuellement de 25%. Comme c'est le cas pour les sociétés, à l'impôt sur les sociétés aujourd'hui, il va y avoir une imposition et un assujettissement aux charges sociales sur ce qu'on appelle les flux sortants, donc soit de la rémunération, soit du dividende. Donc, le dividende serait imposé comme actuellement, donc à la flat tax ou au barème progressif en fonction de l'option. Et au-delà des 10% du montant du bénéfice net imposable, il y aura des charges sociales, comme c'est le cas aujourd'hui pour la SARL. Donc, on peut s'interroger quand même sur l'intérêt de ce nouveau statut, sans vouloir être critique, puisqu'aujourd'hui, on a quand même la SARL unipersonnelle et la SASU, qui sont des statuts relativement adaptés et souples compte tenu de l'allègement des obligations de ces entreprises dès lors qu'elles ne dépassent pas certains seuils. Il n'y a plus l'obligation de faire de rapport de gestion. Donc, bon, on verra bien en pratique l'intérêt de ce nouveau statut. Autre mesure de la loi de finances, elle concerne les plus-values des dirigeants partant à la retraite. Donc, vous savez que sous certaines conditions, les dirigeants de PME soumis à l'impôt société qui cèdent leurs titres à l'occasion de leur départ en retraite, ils peuvent bénéficier au niveau de l'impôt sur le revenu d'un abattement fixe de 500 000 euros sur la plus-value. C'est un régime qui était normalement applicable aux cessions qui étaient réalisées jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, la loi de finances pour 2022, elle proroge le délai d'application de cet abattement jusqu'au 31 décembre 2024. Et elle accorde également aux dirigeants ayant fait valoir leur droit à la retraite entre 2019 et 2021 des délais complémentaires d'1 an. Donc, ça fait 3 ans en tout pour faire valoir les droits à la retraite pour le dirigeant. C'est bon. Autre mesure de la loi de finances, elle concerne les plus-values de cession de fonds de commerce. Donc, il y a une extension du champ d'application de l'article 238 quindecies du Code général des impôts. Jusqu'à présent, cet article ne permettait pas de bénéficier du régime de faveur quand on vendait le fonds de commerce exploitant en location-gérance à une autre personne que le locataire gérant. Donc, aujourd'hui, c'est possible. Si on vend à une autre personne que le locataire gérant, on peut bénéficier du régime, dès lors que la cession porte bien sur l'intégralité des éléments qui concourent à l'exploitation de l'activité. Il y a également un rehaussement des plafonds du dispositif, puisque au lieu de 500 000 euros aujourd'hui pour une exonération, de 300 000 euros aujourd'hui pour une exonération totale, on est à 500 000 euros, et l'exonération partielle dégressive, qui ne s'appliquait que jusqu'à 500 000 euros, elle est applicable à partir d'aujourd'hui jusqu'à 1 million d'euros. Donc ça, c'est une mesure intéressante en pratique qu'on pourra utiliser. Une autre mesure de la loi de finances pour 2022, elle concerne le report d'imposition qui est prévu par l'article 151 du Code général des impôts, donc qui permet de ne pas être imposé en fait quand on apporte
par exemple un fonds, une activité à une société. Donc ces dispositions vont pouvoir bénéficier aux associés de sociétés civiles agricoles quand ils apportent des immobilisations non amortissables à raison d'une opération de fusion, apport partiel d'actifs, scission. Donc, ça ne concerne que les sociétés civiles, par contre, hein, que les groupements qui sont assimilables aux sociétés civiles. Alors, pour finir sur les mesures de la loi de finances, il faut également souligner le remplacement de la déclaration d'échange de biens. Donc, c'est une déclaration qui doit être établie par les entreprises qui échangent des marchandises avec d'autres États membres de l'Union européenne. Donc, à compter du 1er janvier 2022, cette déclaration elle est remplacée par 2 procédures. Il y a l'enquête statistique et puis l'état récapitulatif des clients pour les besoins de la TVA. Donc, c'est souvent un état qui est établi en interne par des entreprises qui ont ce type d'activité. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'état statistique va permettre la génération de l'état récapitulatif fiscal. Donc, il faudra faire attention à la coordination de vos équipes. Il y a également de nouvelles mentions qui concernent le numéro de la TVA du client. Donc, bon, ça, c'est assez spécifique, mais bon, c'était intéressant d'en parler. Alors ensuite, si on a encore le temps, on peut évoquer certaines actualités jurisprudentielles. Et puis, oh bon, ça va. Alors, moi, je voulais vous parler premièrement d'une décision du Conseil d'État en ce qui concerne les apports réalisés au profit d'une société. Là, dans cette affaire, il était question d'un apport dont la valorisation avait été majorée. Donc, le Conseil d'État a jugé que ça ne dissimulait pas une distribution occulte. C'est une décision qui est intéressante parce qu'il y a quelques années, le Conseil d'État a pu considérer quand c'était un apport qui était réalisé pour une valeur minorée, ça constituait une libéralité déguisée au profit de la société. Donc, il faut toujours faire attention dans le cadre des opérations d'apport. Mais en tout cas, cette décision, elle est intéressante parce que le Conseil d'État considère qu'il n'y a pas d'appauvrissement de la société bénéficiaire de l'apport en cas d'apport majoré. Ensuite, au niveau des actualités jurisprudentielles, je voulais vous parler des management packages. Alors, ça, c'est intéressant. Il y a eu plusieurs arrêts rendus le 13 juillet 2021. Donc, alors c'est la diapo d'après. Je suis passée un peu vite parce que je ne voulais pas embêter les participants à une des trop technique. Donc, pour rappel, les management packages, ce sont des instruments financiers qui sont souscrits par des dirigeants ou les principaux cadres des entreprises dans un contexte en général d'acquisition ou de croissance externe, notamment par un procédé qui s'appelle le LBO. Hein. Et ça permet d'aligner les intérêts des managers et des investisseurs et de motiver les managers en les intéressant à la performance dans le cadre du nouveau projet. Donc, les instruments qu'on utilise en pratique, il peut y avoir des actions, des bons de souscription d'actions, des actions de préférence. Le risque aujourd'hui, c'est la requalification du gain réalisé par le manager en complément de salaire. Donc, dans ces arrêts du 13 juillet 2021, il y avait des faits qui étaient communs, c'est-à-dire qu'en fait, le salarié se voyait attribuer des instruments financiers dont l'exercice, les options d'achat ou les exercices des bons les conditions d'exercice étaient subordonnées à des conditions spécifiques. Notamment, il avait des objectifs et puis il était très encadré dans les modalités de cession de ces titres. Donc, l'administration a considéré que le gain réalisé, ça ne constituait pas une plus-value, qui n'était pas imposé dans la catégorie de plus-value, mais ça devait être imposé comme un traitement et salaire, ce qui n'est quand même pas pareil au plan fiscal. Donc, ce qui a déterminé la décision des juridictions, c'est notamment, donc il y a eu le critère de lien direct entre le contrat de travail et le mandat social. Ça rejoint un peu la compétence de Claire, mais je pense que ça peut être intéressant pour vous d'avoir des points de vigilance sur ces sujets-là. C'était des instruments qui bénéficiaient uniquement à des salariés ou des mandataires sociaux. La documentation, elle faisait référence aux fonctions exercées. Il n'y avait pas de liberté de cession. Il y a quand même toujours ce critère de lien direct entre la qualité de salarié et de contrat de travail. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez des dispositifs comme ça dans vos entreprises, peut-être c'est l'occasion de refaire le point avec votre conseil sur la rédaction et les modalités de mise en place de ces mécanismes, et puis éventuellement de les revoir pour les adapter, peut-être partir sur des instruments moins risqués pour éviter le risque pour le manager. Autre décision intéressante, alors là c'est peut-être un petit peu technique, mais c'était juste pour attirer votre attention sur les intérêts versés entre sociétés liées. Donc, je voulais juste vous informer qu'il y a des fiches qui ont été mises en ligne par l'administration fiscale l'année dernière qui expliquent très bien les conditions dans lesquelles vous pouvez déduire au titre des charges financières les intérêts versés au titre des prêts
consentis entre sociétés dès lors que ce sont des sociétés liées. Donc les faits d'espèce sont peut-être un petit peu compliqués à exposer dans le cadre du webinaire. S'il y avait des questions, après on pourra y revenir. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez sous certaines conditions la possibilité de déduire plus que les intérêts au taux fiscalement déductibles tels qu'ils sont publiés tous les trimestres, dès lors que les conditions requises par l'administration fiscale sont respectées, dans le cadre de prêts consentis entre sociétés liées. Autre actualité, elle concerne le pacte Dutreil, puisque les commentaires de la doctrine administrative ont été mis en ligne. Donc, ça, c'est la diapo 55, on va y venir. Pour rappel, ce dispositif qui est très intéressant, il permet de bénéficier d'une réduction en base de l'assiette des droits de donation et de succession, à concurrence des 3/4 de la valeur des titres, actions ou parts de société, données dès lors que ça concerne des sociétés opérationnelles ou des parts de sociétés holding animatrices. Donc, il y a eu des précisions administratives concernant le champ d'application du régime. Bon, l'activité, ce n'est pas une surprise, il faut que ce soit une activité opérationnelle, donc industrielle, libérale, commerciale, agricole. Les activités de construction, vente d'immeubles et de marchands biens sont des activités éligibles, ça c'est prévu par la doctrine administrative. Il faut toujours que l'activité opérationnelle soit prépondérante quand il y a plusieurs activités. Et concernant la notion de holding animatrice, il faut toujours garder en tête les conditions qui sont imposées par l'administration fiscale. Donc, il faut vraiment remplir les conditions de l'animation pendant toute la durée du dispositif. Très important, sinon il y a une remise en cause du bénéfice du trade. Donc, pour mémoire, le Dutreil classique, il implique un engagement collectif de conservation pendant 2 ans, puis un engagement individuel pendant 4 ans, qui doit porter sur une certaine quantité de titres à respecter pendant toute la durée. Si l'engagement collectif il est pris par une société interposée, il n'est plus nécessaire que le donateur ou le défunt participe également à l'engagement collectif. Et la condition de maintien à changer des participations s'apprécie en nombre de titres. Donc ça, c'est un mécanisme intéressant. L'exercice d'une fonction de direction, donc pour mémoire, il y a toujours un des associés qui a souscrit l'engagement collectif ou un des héritiers qui doit exercer son activité principale ou en tout cas une fonction de direction dans la société pendant la durée de l'engagement collectif et pendant les 3 ans qui suivent la transmission. Donc là, l'administration a précisé que la fonction peut être exercée par un des signataires de l'engagement collectif ayant transmis tous ses titres. En cas d'engagement réputé acquis, donc c'est un mécanisme qui permet d'éviter la durée de 2 ans d'engagement collectif et de transmettre directement les titres. Le donateur, il peut conserver la fonction de direction au sein de la société, mais il faut impérativement qu'il y ait un des héritiers qui ait également un mandat de direction. S'il y a une incapacité, il faudra qu'il y ait un mandataire ou un administrateur qui soit désigné. Voilà, autre élément important qui est entré en vigueur à partir du 1er janvier, il y a une généralisation de l'autoliquidation de la TVA à l'importation. Ça, c'est quand même un élément important. Donc après, je n'ai peut-être pas forcément développé, mais là, vous avez en synthèse tout ce qui change au 1er janvier 2022. La déclaration en ligne pré-remplie doit être effectuée le 14 de chaque mois. Il y a pareil des fiches, un espace dédié sur le site douane.gouv.fr avec des fiches thématiques qui ne sont pas trop mal faites. Date limite de dépôt des déclarations de TVA, donc le 24 de chaque mois. Et sont concernés par le nouveau dispositif d'autoliquidation toutes les opérations d'importation et de sortie de régime suspensif qui sont imposables à la TVA en France, taxables ou non taxables. Il y a également une nouvelle règle qui va entrer en vigueur au 1er janvier 2023. Ça concerne l'éligibilité de la TVA au moment de l'encaissement des acomptes à concurrence du montant encaissé, puisque auparavant, l'exigibilité de la TVA, c'était à compter du fait générateur, donc la livraison du bien. À partir du 1er janvier 2023, ce sera à partir du versement de l'acompte, alors qu'il y a une facture qui est établie. Donc ça, c'est important de le savoir. Autre actualité dont je voulais vous parler, ça concerne l'option pour la TVA sur les loyers. Jusqu'à présent, vous savez qu'un bailleur propriétaire d'un bien immobilier, il peut opter pour la TVA sur un bien déterminé.
La jurisprudence considérait que pour les locaux nus à usage professionnel, le bailleur qui détenait plusieurs locaux pouvait exercer des options différentes pour chaque local. Il y a une réponse ministérielle qui date du 16 novembre 2021. Donc, il y aurait une reconnaissance de la possibilité pour le bailleur de choisir parmi les locaux situés dans l'immeuble pour lesquels il exerce l'option. Et alors que c'est de manière expresse, précise et non équivoque, ce serait une option qui s'exercerait par bail et non par local. Donc ça sera à confirmer, mais c'est quand même intéressant pour les bailleurs qui sont concernés, qui ont un patrimoine immobilier, voilà, et qui pourraient avoir un intérêt à opter dans ces conditions pour la TVA. Là, je voulais juste rappeler l'obligation, les modalités de facture électronique qui vont entrer en vigueur. Je pense que ça pourra faire l'objet d'un prochain webinaire parce que voilà, ça va être un gros chantier. Vous savez qu'il va y avoir une obligation de facturation et de transmission des données par voie électronique. Donc, à cause, ou en tout cas grâce au Covid, ça c'est à voir en fonction, le calendrier il a été retardé. Donc, on était parti à compter 2023 initialement, finalement, ce sera au 1er juillet 2024. En 2023 pour les grandes entreprises, donc une obligation de réception des factures électroniques pour toutes les entreprises et puis de facturation électronique entre assujettis. Donc voilà, toutes les opérations sont visées, livraison de biens, prestation de services non exonérées, dès lors qu'elles sont réalisées entre deux assujettis établis en France, donc c'est essentiellement les opérations de B2B. Le procédé, il est quand même assez nouveau et inhabituel. Il y a une transmission des factures électroniques par le vendeur à une plateforme privée certifiée ou à la plateforme publique centralisatrice. Donc, l'administration fiscale va vérifier et extraire les données de facturation et les valider avant envoi. Donc, je vous ai mis un petit schéma sur la diapo d'après, mais ça, de toute façon, ça nécessitera forcément, je pense, qu'on y revienne. Voilà. Mais dans tous les cas, ça va être un gros changement dans le fonctionnement de certaines entreprises. Voilà, donc, il va falloir l'anticiper. Pour conclure, je voulais vous faire part de quelques réflexions autour du contrôle fiscal. Donc, selon le rapport d'activité 2020 de la Direction générale des finances publiques, il y a eu en 2020 une diminution en raison de la crise sanitaire et du confinement, une diminution des contrôles fiscaux. Donc 3,5 milliards d'euros de droits éludés en moins. En 2020, le rapport indique que plus d'un contrôle sur 3 s'est conclu par une acceptation du contribuable, qui représente près de 34% des dossiers contre près de 24% en 2019. Ces chiffres peuvent s'expliquer en partie par un recentrage de l'administration fiscale, peut-être sur des dossiers susceptibles de se clôturer plus rapidement et de déboucher plus facilement sur une acceptation du contribuable. Il faut rappeler aussi qu'il y a la procédure de l'article L62 du livre des procédures fiscales qui permet, quand la bonne foi du contribuable n'est pas remise en cause, de procéder par un système de transaction qui n'est pas inintéressant pour le contribuable dès lors qu'on reconnaît qu'il y a eu une irrégularité. Et pour finir, il y a près d'un contrôle sur toi qui est ciblé par l'intelligence artificielle aujourd'hui. 794 millions d'euros de droits et pénalités ont été rappelés grâce au data minimum. Pour conclure, juste une précision, parce que c'est vrai que je pense que ça a pu vous arriver, et en tout cas, il arrive fréquemment que l'administration, suite à une cession de titre ou dans le cadre d'une vérification de vos déclarations d'impôt sur la fortune immobilière, puisse vous adresser une demande d'information. Ce n'est pas un avis de vérification de comptabilité ou un avis de contrôle fiscal, mais qui est juste une demande d'information. Il faut toujours répondre à la demande d'information. Si vous ne répondez pas, vous vous exposez à ce qu'il y ait une procédure de taxation d'office qui vous soit appliquée, ce qui est plus inconfortable que la procédure de rectification contradictoire. Donc voilà, il faut toujours répondre, même si vous ne communiquez pas forcément les pièces attendues, il faut toujours répondre à une demande d'information notifiée par l'administration fiscale. Voilà. Eh bien, bravo, mesdames, pour avoir respecté le timing et surtout pour la qualité de votre intervention et la précision de votre présentation. Effectivement, on va prévoir une webconférence spécifique sur la facturation électronique, puisque c'est un vrai sujet complexe qui méritera d'être traité à part entière. Alors, il y avait 2 questions qui étaient plutôt pour Claire, je suis désolé, à la répartition. La première concerne le dispositif d'exonération zonée.
est-ce qu'il est cumulable avec la RGCS, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires? En début d'intervention. Alors, donc si on reprend le dispositif d'exonération zonée, ce dispositif ne s'applique que de manière dégressive sur certaines rémunérations. S'agissant de son cumul avec, donc vous m'avez dit la RGC. La RGC, c'est ça. Voilà, en général sur les cotisations patronales de bas salaire. Donc, à mon sens, mais ça sera un point à vérifier, hein, à mon sens, ces deux dispositifs ne sont pas cumulables dans la mesure où le dispositif ZR concerne une partie des cotisations et pour une embauche du 1er au 49e. Donc, effectivement, par la suite, on pourra bénéficier des autres dispositifs. Mais c'est un point à vérifier. On pourra transmettre la réponse par la suite. Alors, une question sur la déductibilité des intérêts des prêts entre structures. Celle-ci peut-elle également s'appliquer si la structure prêteuse est une association détenant plus de 50% du capital social d'une SCI? Je suis désolé pour la complexité. La question, elle est posée pour Marie. Non, ce n'est pas un sujet de complexité. C'est la notion de... On parle de société liée. Donc, qui dit société liée, il y a quand même une notion de... Il faudrait voir dans le pacte social s'il y a une notion est-ce que l'association a un pouvoir de direction, d'orientation au niveau de la SCI? Après, dans la mesure où donc ce serait un prêt fait par l'association à la SCI en vue d'acheter peut-être un bien immobilier. Par exemple, je pense. Bon, voilà. Donc, dans ce cas-là, on aura moins de difficultés à démontrer que les modalités de mise en place du prêt sont conformes aux conditions de marché. Puisque dans les arrivées citées, il y a eu ce cas justement où l'administration fiscale avait refusé d'assimiler le prêt intragroupe à un prêt qui avait été consenti au niveau du même groupe, mais entre la société mère et la SCI. Voilà. Et l'administration fiscale était plus à l'aise avec le fait que le prêt ait servi à financer un bien immobilier plutôt que le rachat d'une structure ou dans le cadre d'une opération de croissance externe. Donc, à vérifier en fonction parce qu'il faudrait voir quand même spécifiquement le dossier, mais je pense qu'on doit pouvoir border le dispositif. Ça ne doit pas poser de difficulté. Merci. Dernière question avant de clôturer, elle est pour Claire. Il y a une demande de précision sur l'indemnité complémentaire d'activité partielle et les modalités de versement. Alors, donc l'indemnité complémentaire d'activité partielle est une indemnité qui est servie volontairement par l'employeur afin de compenser la perte de revenus, puisque vous savez que dans le cadre de l'activité partielle, l'indemnité servie par l'employeur est plafonnée selon la situation, le secteur concerné. On est entre 60 et 70% de la rémunération. L'employeur peut décider de compléter et que le salarié ne bénéficie pas d'une perte de rémunération au cours de cette période particulière. Dans ce cadre-là, comme on vous le disait, il faut, si vous êtes une entreprise avec un CSE, le porter à l'information consultation du CSE et l'acter dans le cadre d'une décision unilatérale qui devra être affichée et tenue à la disposition notamment des contrôleurs URSSAF. Dans ce cadre-là, on a vu que la loi de finances prévoit le bénéfice d'un régime de faveur sur cette partie complémentaire versée par l'employeur de manière volontaire. Donc, voilà, bien l'acter dans le cadre d'une décision unilatérale. Si on a un CSE, le passer en CSE, sinon en avoir la trace. Voilà. Merci. Écoutez, nous allons conclure cette webconférence. Je remercie une nouvelle fois Claire Houillet et Marie Serra pour leur intervention. L'UPV vous donne rendez-vous pour la prochaine webconférence le mardi 22 février sur le thème de la marque employeur animée par Clarence Michel. À cette occasion, nous aborderons les questions d'attractivité, de différenciation, de fidélisation. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée. Merci. À très bientôt. À bientôt.